Le modèle standard est trop mathématique. Le modèle standard est trop mathématique pour représenter la réalité physique. Voici pourquoi. Les piliers du modèle standard. Le modèle standard est porté par les 4 piliers suivants. 1. La mécanique quantique. 2. La force électrique unifiée. 3. Le champ de Higgs. 4. Une interprétation adaptative des règles classiques. Sans l'un de ces piliers, le modèle standard s'effondre. La mécanique quantique. Le concept est introduit pour masquer la contradiction des aspects observés sur un objet. Par exemple, la dualité corpusculaire et ondulatoire du photon et électrons et d'autres particules. L'état mort et vivant du chat. L'état ouvert et fermé de la porte. Ce type de concept n'a de sens qu'en mathématiques. En physique, ça n'a pas de sens. Ou ça a des sens contradictoires. Disons que c'est contre nature. C'est contre-intuitif. La chromodynamique quantique, QCD, c'est la partie principale de la mécanique quantique. Les quarks ont des charges électriques 1 tiers, 2 tiers, avec des signes plus ou moins. Le proton, qui a pour charge 2 tiers, plus 2 tiers, moins 1 tiers, égale à 1. Et neutron, qui a pour charge 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers, égale à 0, ont chacun 3 quarks. C'est en contradiction évidente avec la plus petite unité électrique qui est égale à 1. On sait qu'en physique, nous avons une contrainte électrique qu'on ne peut pas s'affranchir, c'est-à-dire que la plus petite charge électrique, c'est 1, plus 1 ou moins 1. En dessous, on n'en connaît pas. Et en mécanique quantique, en chromodynamique quantique QCD, c'est quantical chromodynamique. Eh bien, il nous fourgue des 2 tiers, des 1 tiers, tout ça pour résoudre un problème, parce que dans un proton ou dans un neutron, il y a 3 quarks. Et avec 3 quarks, eh bien, avec des charges unitaires, vous pouvez additionner plus ou moins comme vous voulez, mais c'est sans solution. Donc, il y a un génie mathématique qui a trouvé une solution, mais il faut introduire des charges fractionnaires. Mais ça, c'est une solution mathématique, ce n'est pas une solution physique. En physique, c'est absurde. Vous voyez ? La force électrique unifiée. Au début, il y avait 3 forces électriques. Il y a la force électromagnétique, quantifiée par la formule de Coulomb. C'est dans le monde macroscopique, c'est une loi qui est bien connue depuis le 1800 et des quelques. La force électroforte, sans formule de quantification. C'est-à-dire que cette force, on l'a modélisée comme électroforte entre les nucléons, ou entre les quarks plutôt, mais on est incapable de les quantifier, puisqu'on ne connaît pas la géométrie ni la structure exacte des quarks à l'intérieur des nucléons. Et puis la force électrofaible, sans formule de quantification non plus. Ça, c'est électrofaible, c'était introduit pour expliquer la dégénérescence de gamma, de bêta, pas de gamma, de bêta. Enfin, les deux sont un peu liés.
C'est-à-dire qu'avec un atome de l'uranium, et ben naturellement, ça se dégénère, ça se désintègre. Et pour expliquer la désintégration, ben, ils ont introduit la force électrophète. Mais là, c'est pareil, voilà. Ils ont proposé des solutions mathématiques, mais ils sont incapables de modéliser un modèle géométrique ou peu importe, qui permet d'exprimer de manière quantifiée, comme la formule de Coulomb. Ou sous une autre forme, on n'en a pas. Et après, ils ont unifié les trois forces. La force électrique unifiée, c'est d'ailleurs regroupé dans la force électrofaible. Là, c'est pareil, ils n'ont pas donné de formule de quantification. Quel paradoxe! Pas de formule de quantification pour les as de la mathématique. Hein? C'est vraiment paradoxal. Hein? Ils sont capables de donner des formules, des équations extrêmement compliquées que personne ne comprend, mais une formule simple, équivalent à la formule de Coulomb, eh ben, ils ne sont pas capables de fournir, parce qu'ils ne font pas de physique, ils font que de la mathématique. Ils peuvent imaginer toutes les formules qu'ils peuvent, il n'y en a aucune qui permet de coller avec la réalité physique, parce qu'ils refusent d'entrer dans le pot, voir ce qu'il y a à l'intérieur du pot de la physique. Ils ne veulent pas, ils refusent de faire de la physique, ils veulent faire que de la mathématique. Eh bien, quelle que soit la formule mathématique qu'ils ont proposée, aucune ne convient. Normal, quand on refuse de faire la physique, ils veulent couvrir la physique avec uniquement des formules mathématiques. À un moment donné, on est coincé. C'est la preuve que le modèle n'est pas bon. Si le modèle était bon, il y a longtemps qu'on aurait trouvé des formules comme Coulomb pour dire voilà, la force est proportionnelle à la charge électrique et inversement proportionnelle à R carré ou R cube, R quadruple, peu importe. R4, puissance 4. Non, rien. Rien de chez les rien. Ça veut dire, moi, j'en conclus que le modèle n'est pas bon. Et puis, il y a une preuve supplémentaire, c'est que la force de gravitation n'est pas incluse. Quand on fait que de la mathématique, c'est normal qu'on ne trouve pas pourquoi ou comment formuler la force de gravitation. Pour trouver l'origine, il faut faire de la physique. Ce n'est pas en manipulant les équations mathématiques qu'on va trouver l'origine. Le champ de Higgs, là c'est pareil. Ils ont inventé des tas de formules mathématiques, ils sont très contents, ça va bien, mais ils se rendent compte que toutes les formules, toutes les particules qu'ils ont imaginées, dans le monde merveilleux de la mathématique, leurs particules ont un gros problème, elles n'ont pas de masse. Et que dans la réalité, dans les laboratoires, par les physiciens qui se font de la physique, on constate bien que les particules ont une masse inerte. Et ça, on ne peut pas négliger. Malheureusement pour ces mathématiciens. Alors du coup, ils ont introduit un champ de Higgs. Voilà. Ils ont imposé un champ de Higgs sans aucune justification. Et en plus, ils disent que voilà, on a un champ qui s'appelle Higgs, dont le potentiel du champ vaut V psi égale à mu carré, et puis psi carré, la valeur absolue carré, plus lambda psi puissance 4. Voilà. Ne me demandez pas ce que ça signifie, on ne comprend rien. Voilà. Ça n'a aucun sens physique, c'est une formule mathématique qui est sortie d'un chapeau d'un magicien. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas devenir fou, ne cherchez pas à comprendre. Voilà, c'est imposé. Voilà. C'est mathématique et il n'y a rien à comprendre. Et selon eux, ça permet de donner une masse aux particules. Voilà.
C'est magnifique, hein? Quel talent! Quand on ne sait pas faire de la physique, ben on rattrape avec de la mathématique. D'un côté, l'éther est renié en profitant de l'expérience de Michelson et de Morley qui définissent un éther statique. C'est-à-dire que dans l'expérience de Michelson et Morley, ils ont supposé que l'éther est statique. C'est-à-dire que par rapport à l'éther, la Terre se déplace dans l'éther qui ne bouge pas. Et du coup, ils ont essayé de faire les interférences avec les photons dans n'importe quel sens en profitant de la vitesse de la Terre. Et ils trouvent toujours le même résultat. Donc, ils en déduisent que l'éther... eux, ils n'ont pas dit. Les personnes qui ont fait l'expérience, Michelson et Morley, eux, ils n'ont pas dit que l'éther n'existe pas. Ils ont simplement dit que l'éther tel qu'on a supposé, c'est-à-dire l'éther statique, n'est pas bon. Ça veut dire que probablement que l'éther n'est pas statique. L'éther est probablement sensible à la gravitation. L'éther se déplace avec la Terre. Mais les physiciens, ou plutôt les mathématiciens qui s'occupent d'examiner le résultat, eux, ils sont très contents. Ils ont sauté dessus, ils ont conclu que l'éther n'existe pas. Très bien, peu importe, ils n'ont pas besoin de l'éther, donc il dit que ça n'existe pas, tout le monde est content. Mais le problème, c'est que avec ça, ils sont incapables de donner une masse aux particules. Et du coup, ils ont été obligés d'introduire le champ de Higgs. Mais l'ennui, c'est que, d'un point de vue physique, le champ de Higgs, l'existence du champ de Higgs, cela revient à admettre l'existence de l'éther. Parce que la définition de l'éther, c'est quoi? Nos ancêtres avaient donné la définition de l'éther. L'éther, c'est une substance dans laquelle l'univers est baigné. Voilà. C'est très simple, c'est très intuitif. Hein? N'importe qui peut comprendre. C'est comme du brouillard, vous mettez une grosse bouboule dans le brouillard. En gros, par similitude, on peut comprendre ça. Voilà. D'un côté, ils renient l'existence de l'éther, mais de l'autre côté, ils introduisent le champ de Higgs. Quand on examine la définition de nos ancêtres, on se dit que c'est bien la même chose. En tout cas, c'est équivalent. Il y a quelque chose, il y a une substance dans laquelle l'univers est baigné. Et ça correspond bien à cette définition, le champ de Higgs. Que ce soit le champ de Higgs ou que ce soit dans le champ de l'éther, ça correspond. Mais ça fait rien. Eux, ils préfèrent dire que c'est différent. Bon, moi, je veux bien. Interprétation adaptative des règles classiques. D'abord, la définition de l'élémentarité. Le modèle standard dit qu'une particule est élémentaire si sa composition n'est pas connue. Dis donc, quel talent, hein? Quand on ne sait pas obtenir la composition d'une particule, on la déclare élémentaire. Super pratique, hein? C'est peut-être, ça ne gêne peut-être pas un mathématicien, mais pour un physicien, mais ça n'a pas de sens. La définition classique, c'est quoi? C'est une particule élémentaire si elle n'est pas composée d'autres particules. C'est-à-dire que on décompose, et jusqu'à ce qu'on ne peut plus décomposer, et il devient élémentaire. C'est intuitif. C'est par le sens classique de l'élémentarité. Tant que la particule peut être décomposée, elle n'est pas élémentaire. Ça se comprend. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un polytechnicien pour comprendre ça. L'exemple de la page suivante va prouver qu'il ne fait pas de la physique. Alors ici, il, c'est le modèle standard. Parce qu'après, il va encore apparaître. Il faut comprendre il veut dire modèle standard. Parce que je ne veux pas désigner quelqu'un ou un ensemble de personnes. C'est le modèle standard qui est représentatif ici.
Alors, un exemple, c'est la désintégration bêta. Et dans cet exemple, j'essaie d'expliquer que le quark n'est pas élémentaire. Un nucléon se désintègre en 3 quarks. Ça c'est le nucléon proton ou neutron, il se désintègre en 3 quarks. Parce qu'on sait que dans un nucléon, proton ou neutron, il est à 3 quarks. Soit 2 quarks up, un quark down, ou 2 quarks down, un quark up. Mais là, sur cette photo, on voit apparaître un neutrino. Le neutrino est invisible, c'est une particule invisible, mais pendant la désintégration, de temps en temps, on arrive à choper une collision entre un proton et un neutrino. Mais d'où vient le neutrino? Ce neutrino-là, qui est à la pointe de la flèche, c'est une sorte de flèche qu'on voit là, mais ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas de nulle part. Pour moi, ce neutrino est issu des 3 quarks, issu de l'un des 3 quarks, qui s'est désintégré en neutrino, encore plus petit que quark. Parce que dans un nucléon, à part les quarks, il n'y a pas d'autres particules, à part de l'énergie. Il y a de l'énergie de liaison. À part ça, si on ne dit pas que le photon peut se transformer en neutrino, pour l'instant, on laisse de côté cette hypothèse, eh bien, ce neutrino ne peut venir que des 3 quarks, l'un des 3 quarks qui s'est encore désintégré en un neutrino. Si c'était le cas, eh bien, cela prouverait indirectement que le quark n'est pas élémentaire. Dans une désintégration, on a des quarks. Si le quark est élémentaire, mais d'où viennent les neutrinos? Ça vient de nulle part. Parce que c'est un neutrino qui a de l'énergie. C'est pour ça qu'en heurtant le proton, parce que si ce neutrino avait très peu d'énergie, on ne l'aurait pas vu. On n'aurait pas vu cette flèche, cette espèce de flèche. Parce qu'avec la conservation des moments cinétiques, si le neutrino est de très faible vitesse, c'est-à-dire à très faible énergie, ça aurait un petit peu, le proton aurait continué sa course, être dévié légèrement, quasiment invisible. Voilà. Parce que le quark, en se désintégrant, a donné un neutrino, mais avec de l'énergie cinétique non négligeable. Si c'était déjà là, il n'y aurait pas autant d'énergie. Interprétation adaptative des règles classiques. Ici, la deuxième règle, c'est l'équivalence entre la matière et l'énergie. Alors, cette équivalence s'écrit E égale mc2. Et le modèle standard utilise cette équivalence. Alors, cette équivalence conduit à dire que, par le modèle standard, que le neutrino précédent est né de l'énergie libérée de la désintégration. Ici, il y a eu une petite erreur. La désintégration bêta. Quark reste élémentaire. Oui, quand on ne cherche pas à étudier qu'est-ce qui compose le quark, parce qu'on n'a pas un équipement qui permet de voir les particules invisibles. On n'est pas équipé, malheureusement. Au lieu d'étudier par un travail acharné pour les voir de manière indirecte ou interpréter l'expérience précédente, essayer de creuser un petit peu le ménage, on préfère simplifier les choses. On ne veut pas le savoir. On dit simplement que le quark est né de l'énergie, comme ça. Et il en déduit, c'est le modèle standard, en déduit que la loi de la conservation des matières n'est pas stricte. Puisque de l'énergie, on peut faire naître des particules.
comme dans un chapeau de magicien, et réciproquement, une particule peut disparaître en énergie. Voilà, par cette formule d'équivalence qui est issue d'ailleurs de l'énergie cinétique classique. Hein. C'est juste une généralisation de la notion de l'énergie. Là, je dis aussi, bravo, quel talent. Hein. Quand il ne trouve pas, il c'est le modèle standard, eh ben, il assouplit les règles. Eh ben, quand on ne trouve pas, ben, on change les règles de sorte que, eh ben, vous voyez, on trouve quand même. Et en changeant les règles, ben, il passe à côté des matières invisibles. C'est pour ça qu'après, quand on constate en astronomie qu'il existe une proportion astronomique de matière noire et que ben, on n'a pas de candidat. Voilà. Alors, un autre exemple de changement de règle pour gagner, ça c'est tout à fait un autre sujet qui sort des particules, mais c'est pour illustrer l'esprit. Hein. Un autre exemple de changement des règles pour gagner, c'est aux Jeux Olympiques des années 80, les Chinois gagnaient le ping-pong parce que les Chinois avaient une technique particulière qui leur permet d'être très forts. Et les organisateurs du jeu, ils ont changé les règles en interdisant d'utiliser des raquettes en bois. En fait, quand je dis les raquettes en bois, il y a une face, il n'y a pas de caoutchouc dessus. Et une fois que ceci est interdit, les Chinois ils ne peuvent plus utiliser la puissance des raquettes en bois. Hein, c'est la face où il n'y a pas de plastique. C'est du bois tout nu, quoi. Parce que le bois tout nu, le choc avec la balle crée une puissance bien plus élevée que le plastique qui amortit la balle. Et donc les Chinois ont perdu leur invincibilité en ping-pong. Bon, ça ce n'est qu'un jeu, c'est sans importance. Mais je prends cet exemple, c'est juste pour illustrer l'esprit des tricheurs. L'esprit des tricheurs, au lieu d'apprendre la puissance de la raquette en bois, ben on préfère changer les règles. Voilà. Au lieu de faire des efforts, de s'adapter à quelque chose de nouveau, ben il faut faire des efforts. Il faut creuser le ménage. Il faut créer des comment dire, des appareils de mesure qui peuvent être difficiles à créer. Au lieu d'attaquer à la difficulté, de faire le sale boulot, eh ben, vous avez des génies, entre guillemets, hein. Moi j'appelle ça des tricheurs. Ben, ils changent les règles pour que, sans effort, ils trouvent quand même. Voilà, ils gagnent quand même. Voilà. Alors, on essaie de tirer une conclusion. L'aspect mathématique du modèle standard est mis en évidence. Pour moi, c'est évident avec tous les aspects qu'on peut observer du modèle standard. C'est plus mathématique que physique, parce que si c'était vraiment physique, eh ben, avec les points qu'on a vus, on n'aurait pas ces points. Le manque de conviction physique est flagrant. Le modèle standard ne respecte pas la loi de la conservation des matières de manière stricte. Avec l'équivalence d'énergie, on peut faire disparaître une particule et les faire renaître. C'est un peu trop simple. La définition de l'élémentarité des particules est invalide. Oui, mais quand on ne sait pas, on déclare qu'il est élémentaire. C'est les paresseux qui... C'est des mathématiciens, ce n'est pas des physiciens. Un vrai physicien, il ne définit pas comme ça. La modélisation des masses inertes est purement imaginaire, sans aucune origine physique. On ne sait pas d'où vient la masse inerte. Donc on invente. On fait sortir du chapeau de magicien une formule qui nous arrange,
on dit que c'est ça. Voilà. Pourquoi c'est ça? On ne veut pas le savoir. On fait comme si. Voilà. Et après, on a dépensé 2 milliards d'euros pour trouver le boson de Higgs, qui était censé de révolutionner la physique. Mais je n'ai jamais vu venir la révolution. Hein. Et ces physiciens, ils se félicitent. Très bien, bon, si ça leur plaît, bon, moi ça ne me dérange pas, mais je paie des impôts pour ça. Ben, ils ont gaspillé 2 milliards d'euros. Pourquoi? Ben, pour rien. Pour moi, pour rien. Ils n'ont rien trouvé. Pour moi, ils n'ont rien trouvé d'idiot. Ils ont fait entrechoquer 2 protons. Et puis, ils ont observé un tas, parce que vous faites entrechoquer n'importe quelle particule, vous obtenez un ensemble. Hein. De toute façon, leur durée de vie est tellement courte que ça n'a aucun sens physique. Bah, vous mettez 2 tas de boue, vous faites entrechoquer, vous obtenez une collision de météorites, vous dites que voilà, ça représente, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, et les propriétés que vous voulez, vous dites que voilà, ça, c'est la trouvaille du siècle. Mais ça n'a aucune valeur physique. Rien que leur instabilité, ça n'a pas de sens. Une particule, ça n'a un sens que lorsque leur durée de vie doit être suffisamment longue pour que ce soit significatif. Ben là, ce n'est pas le cas. Bon, il n'y a que ces mathématiciens qui se félicitent de leur trouvaille. Mais un physicien, il resterait bien modeste par rapport à ce qu'ils ont trouvé. Parce que c'est une particule qui a une durée de vie quasiment zéro, ça n'a aucune signification physique pour moi. La modélisation des masses, oui, ça c'est ce qu'on vient de voir. La modélisation quantique des particules est contradictoire avec la réalité. Bah oui, parce qu'en mathématiques, on peut créer n'importe quoi comme entité. Bah, la mécanique quantique, c'est ça. On a la dualité de photons ou d'autres particules qu'on ne sait pas expliquer. Donc on crée une entité qui porte les propriétés contradictoires. On dit que c'est pas grave, si vous ne comprenez pas, c'est normal, parce que vous êtes trop idiot. Vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre ça. Hein, ça me fait penser au nouveau costume de l'empereur. Eh bien, ceux qui ne voient pas le nouveau costume de l'empereur, parce que ce sont des idiots. Voilà. Eh bien, nous, ils nous prennent pour des idiots. Hein. Parce que nous, on ne comprend pas pourquoi 2 propriétés contradictoires peuvent être mises ensemble et devient donc un objet tout à fait ordinaire. Nous, on ne comprend pas. Moi, j'attends toujours une preuve, mais pour l'instant, je n'ai jamais vu la moindre de preuve que ça puisse exister. Et après, c'est la modélisation des forces de la nature erronée. Ben, le fait qu'ils ne trouvent pas de quantification, le fait qu'ils ne trouvent pas l'origine de la force gravitationnelle, eh ben, pour moi, ce sont des preuves que leur modèle n'est pas bon. Alors là, je me suis posé la question, pourquoi le modèle standard est si mathématique? Bon. J'ai essayé de trouver la réponse. Je vous livre ce que j'ai trouvé. Ceci n'engage que moi. Hein. L'origine remonte à l'époque de Alfred Nobel, en 1896. Après sa mort, il a créé le prix Nobel, qui n'inclut pas la mathématique. Alors pourquoi il n'a pas inclus la mathématique? Il y en a qui disent que c'est à cause d'une histoire d'amour, peut-être, on ne sait pas. Est-ce que c'est à cause d'une histoire d'honneur? Je dis sûrement. Vous savez qu'un homme a le sens d'honneur quand même, surtout pour quelqu'un qui a bien réussi comme Alfred Nobel, et il a aussi souffert de beaucoup d'accusations qu'il ne méritait pas. Et donc son honneur était plus ou moins, disons, mis en cause. Enfin, blessé, on va dire. Alors j'ai découvert aussi un autre phénomène, c'est qu'en Occident, les mathématiciens ont toujours occupé une position dominante dans la société, jusqu'à aujourd'hui. Hein.
La directrice de l'école polytechnique, c'est une mathématicienne. Et elle a beaucoup de notoriété que les autres. D'ailleurs, si vous essayez d'entrer à l'école polytechnique, eh bien, il vaut mieux que vous fassiez mathématiques N' en classe préparatoire, vous aurez beaucoup plus de chances d'y entrer. La statistique le prouve. Je ne raconte pas de salade. Alors, ce phénomène de mathématiques qui prédomine, eh bien, le prix Nobel a un petit peu incité involontairement des mathématiciens, parce que ce sont des très bons mathématiciens, à se déguiser en physiciens pour être récompensés par le prix Nobel en utilisant leur position dominante. Voilà. Voilà ce que moi j'ai trouvé comme raison. Je n'ai pas trouvé d'autre raison pourquoi le modèle standard est aussi mathématique, pourquoi il y a si peu de sens physique dedans. Je n'ai pas trouvé d'autre explication que ce que je vous ai livré ici. Bon, il y a sûrement d'autres raisons possibles, mais ça, c'est la raison principale que j'ai trouvée. Alors, avant de passer à la suite, j'aimerais introduire une règle implicite de la physique que j'ai déjà présentée dans un autre thème, dans une autre vidéo. Je rappelle ici, pour ceux qui ont déjà vu, toutes les modélisations d'un phénomène physique sont valables dans leur domaine d'application. C'est-à-dire que vous pouvez faire le modèle que vous voulez, qu'il soit précis ou pas précis, mais si pour votre domaine d'application, votre modèle est suffisant, il est bon, il est suffisant, il est valable. Alors là, je donne des exemples, je donne 3 exemples en dessous. C'est la modélisation d'un humain. Alors, vous avez le premier caractère, c'est Zhen. Zhen, ça veut dire que c'est un caractère chinois qui désigne un homme. C'est un trait comme ça, c'est un peu comme un homme qui est en train de marcher. Bon, c'est vraiment simplifié au maximum. Mais son domaine d'application, c'est la communication linguistique. Et dans la langue chinoise, c'est suffisant. Vous faites ce trait, vous lisez un livre chinois, quand vous voyez ce symbole, il signifie un homme ou une femme, un humain. Pour le besoin linguistique, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de faire un vrai homme précis dessus, il n'y a pas besoin, c'est suffisant. Alors le deuxième exemple, c'est un hiéroglyphe égyptien qui désigne un humain. Son domaine d'application est pour porter, c'est le portage des messages. C'est un homme qui a les bras en l'air, il est en train de danser. Bon, c'est une sorte de danse. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste des hiéroglyphes, mais c'est un homme dansant. Le troisième, c'est beaucoup plus précis. Ça ressemble à une photo, mais on voit le trait, on voit les cheveux, on voit les oreilles. On voit beaucoup plus de détails. C'est presque une image qui désigne un humain. Bon, son domaine d'application est l'illustration de la morphologie. On voit bien la morphologie, il y a une tête, les bras, les jambes, un corps, les cuisses, les pieds. Bon. Voilà. On voit même bien les sourcils, ils sont super longs. Et bien, ces 3 exemples, c'est juste pour illustrer, voilà. Et dans leur domaine d'application, les 3 modélisations sont bons. Alors, la suite, c'est pour dire que les 3 modélisations précédentes désignent tous un humain, mais ils sont de plus en plus précis. De plus en plus précis. Mais aucun n'arrive à représenter un humain réel dans le moindre de ces détails, surtout s'il s'agit des détails atomiques. C'est pour dire que pour d'autres besoins de communication ou d'illustration, c'est suffisant, on n'a pas besoin d'être plus précis. Mais en physique, le principe est un petit peu le même, puisque notre connaissance scientifique étant limitée aujourd'hui, donc tous les modèles ont leur validité.
c'est celui qui est le plus près de la réalité qui emporte. Mais aucun n'atteindra la réalité. Parce qu'au fur et à mesure que la science avance, on sait que notre connaissance, c'est vraiment très peu par rapport à ce qui reste à savoir. Parce que quand on cherche, qu'on fait de la recherche, plus qu'on recherche, on trouve plus de questions que de réponses. Hein? Parce qu'à une réponse, on peut toujours demander pourquoi. Le monsieur pourquoi, il y a des professeurs, au bout de 3 pourquoi, ça donne mal au crâne, il ne sait plus répondre. Pourquoi comment dire, pourquoi l'atome contient 3 quarks, pourquoi le quark c'est élémentaire, et pourquoi on ne peut pas le décomposer, c'était pourquoi sans fin. C'est parce que pour notre besoin, puisque aujourd'hui on fait de la fusion, on fait de la comment dire, de la fission nucléaire pour obtenir de l'énergie. Bon, le modèle actuel, c'est suffisant. Enfin, c'est suffisant. On va dire que c'est à peu près suffisant, voilà, pour le besoin actuel. En faisant des expériences pour compléter ce qui est imparfait, on arrive à peu près à comprendre ce qui se passe. Donc, voilà, pour expliquer les phénomènes, pour le besoin d'explication, on s'en contente jusqu'à aujourd'hui. Mais on a quand même des questions, mais qu'on n'a pas encore la réponse. Donc la recherche, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de chercheurs qui travaillent encore pour apporter des réponses plus précises. Et ça, pourquoi je rappelle ces règles, c'est pour justement aussi illustrer la différence entre un modèle mathématique et un modèle physique. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont de notoriété, ceux qui ont beaucoup de notoriété, notamment ces mathématiciens, eux, ils ont l'habitude de travailler avec des notions absolues. Ils ont la tendance d'oublier que dans le monde réel, dans le monde physique, tout est relatif. Il n'y a que les modèles mathématiques qui manipulent des entités absolues. En physique, on n'a que des entités relatives. Voilà. Et malheureusement, souvent, les gens ont la tendance d'oublier ça. Et il est bon de rappeler à tout bon chercheur. Alors on revient à notre sujet, et quelles sont les exigences pour avoir un bon modèle, pour avoir un modèle des particules pertinent. Alors j'ai un petit peu recoupé les exigences, les premières, les plus grossières, les plus sommaires. Hein. Un bon modèle de particules fondamentales doit avoir une définition pertinente de l'élémentarité des particules. 2. Une origine physique de la masse inerte. 3. Une modélisation quantifiée de toutes les forces de la nature. 4. Un respect strict de la loi de la conservation des matières. 5. Une modélisation pertinente de la dualité corpusculaire et ondulatoire des particules. 6. Une modélisation pertinente de la matière noire. Bon, il y a sûrement d'autres, mais les principaux que pour notre besoin d'aujourd'hui, on va dire. Parce que plus on découvre, plus on découvrira tes besoins. Avec notre connaissance d'aujourd'hui, eh ben, un bon modèle des particules élémentaires doivent apporter des réponses à ces 6 points. Existence d'un tel modèle. Avant de parler de son existence, alors là je rappelle aussi quelques constatations dans notre société humaine. Les talents ne manquent pas. Ce qui manque, ce sont les connaisseurs de talents. Les talents sont partout, mais les connaisseurs de talents, il y en a très peu. Sur Internet, il y a beaucoup de talents qui émettent des interrogations sur le modèle standard.
Mais la bureaucratie empêche la prise en compte de ces interrogations. Parce que les interrogations sur le modèle standard, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Mais elles sont rarement prises en compte. Ceux qui sont à la manette aux commandes, bah, c'est souvent des mathématiciens. Ils s'en moquent des revendications des vrais physiciens. Pour eux, ils détiennent la vérité absolue. Ils ne considèrent pas que leur modèle pourrait être mis en cause. Essayez de faire une nouvelle théorie, essayez de soumettre, vous verrez comment la bureaucratie va vous créer des embuscades, vous n'arriverez jamais à passer. J'en sais quelque chose. Il existe un modèle non standard qui satisfait aux exigences requises. Alors c'est le site https nonstandardmodel.org. Alors, pourquoi ce site a été créé? C'est parce que justement, j'ai essayé depuis 2019 de faire publier, c'est impossible. C'est impossible. Parce que je ne fais pas partie d'une institution de recherche. Hein? Autrement dit, je suis un chercheur libre, je suis un électron libre. Mais mon point de vue, tout le monde s'en tape. Mais tout ce que je veux, c'est que les résultats de mes recherches, au moins que ça puisse servir. Eh ben non. Ça n'a même pas de valeur d'examen, d'inspiration. Aucune valeur. Voilà. C'est rejeté tout de suite. De toute façon, ce qu'ils me disent, ils ne disent pas que le contenu de ma théorie n'est pas bonne. Non, ils ne disent pas ça. Ils disent simplement que vous ne faites partie d'aucune institution officielle. Donc, on ne veut pas de vous. Voilà. Vous pouvez avoir un contenu, on ne veut pas savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est la réponse qu'on me donne. C'est pour ça que j'ai créé ce site pour que ceux qui s'y intéressent puissent voir les résultats autres que le modèle standard. Alors voici un avant-goût du modèle non standard. Là vous avez au milieu un électron et un positron, c'est deux ronds. Ces deux ronds creux parce qu'un électron peut capturer un photon. Ça vient de l'effet Compton. Parce qu'on sait qu'un électron en déplacement, si on le freine, il émet des photons. Mais l'électron continue d'avancer, mais en ralenti, en émettant des photons. Donc, déjà, rien que l'effet Compton devrait déjà nous dire que l'électron n'est pas élémentaire. Puisqu'il peut émettre des photons, c'est qu'au moins il est composé de quelque chose plus les photons. Positron, pareil. Et à gauche, au milieu à gauche, c'est un électron qui tourne autour d'un positron et réciproquement avec une certaine vitesse et que il a la force centrifuge qui équilibre la force d'attraction coulombienne. Voilà, et ça forme donc un modèle dynamique qui représente le neutrino. Donc au premier rang au-dessus, à gauche, vous avez deux images, deux symboles de symboles yin et yang chinois qui représentent un disque, deux disques. Là, vous avez deux disques, un disque vert et l'autre c'est orange et bleu. Ces disques qui tournent. Hein. Bon, ici l'image est statique, mais ça représente deux modèles dynamiques qui tournent. Et avec trois neutrinos, vous pouvez former un quark. Et avec deux niveaux d'énergie différents, vous avez un quark up. Et avec deux niveaux d'énergie différents, vous avez un quark down. Avec un positron au milieu pour le up et un électron au milieu pour le down. Et un peu à droite, en haut, vous avez le proton avec deux charges positives et une charge négative dans chacun des quarks. Et au milieu, vous avez un quatrième quark, c'est un quark induit en fait,
Si vous les séparez, vous avez exactement 3 quarks, mais quand vous les assemblez, hein, c'est comme une chaîne triangulaire. Ou si vous les alignez, ça fait une chaîne, mais vous les pliez pour former une chaîne bouclée, et ben ça fait un triangle. Et ben avec 3 côtes communes, hein, ça fait des mitoyens, comme 3 maisons mitoyennes, vous avez une 4e maison triangulaire, et ça fait un 4e quark induit, voilà, qui forme le cœur. Et c'est le cas qui est à droite, c'est le cas de neutrons avec un électron au milieu. Et plus 2 positrons et un électron en bas, ça fait un ensemble neutre. Voilà. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas besoin d'un tiers, 2 tiers, me casser la tête pour trouver des solutions mathématiques, pour trouver plus 1 pour le proton et 0 pour le neutron. Et en plus, maintenant, je connais la répartition des charges au sein du neutron et au sein du proton. Là, on comprend pourquoi le neutron est visible, parce que la répartition des charges électriques n'est pas symétrique. Donc, le neutron a un moment électrique qui n'est pas nul, puisque la répartition n'est pas symétrique, donc le moment n'est pas nul. Mais tandis que le neutrino, lui, il est nul puisque c'est symétrique. En plus, quand il tourne, le plus et le moins, il se neutralise et du coup, on ne le voit pas. Parce que le moment électrique et le moment magnétique, c'est nul. Donc du coup, on ne le voit pas. Donc toutes les particules visibles ont un moment électrique ou moment magnétique non nul. Voilà. Alors en bas, la dernière ligne, ça représente quelques particules qui sont instables, les muons, les pions, c'est un échantillon de quarons et tout ça. Bon, c'est pas exhaustif. Voilà quelques particules représentatives qui donnent un avant-goût du modèle non standard. Alors, pour plus de détails, voici les liens utiles pour plus de détails. https nonstandardmodel.org http jacques.dong.free.fr